Là, on va parler de Excel et de notre amour ou pas pour Excel, puisque bon, tout le monde l'a, et c'est ça qui est intéressant en fait, je pense, dans le parcours d'apprentissage qu'on essaie de créer, c'est que tout le monde connaît Excel, mais il y a des mais. Et vous avez tous passé, je pense, suffisamment d'heures dans Excel pour le savoir. Il y a des soucis majeurs dans la manière dont Excel est utilisé, et on va les exposer ici, juste pour que vous les ayez bien en tête et que ce soit clair pour vous le pourquoi les limites d'Excel nous poussent en tant que nous, dans la finance et dans la gestion et l'analyse des données, à utiliser d'autres technologies. Il y a vraiment deux types d'utilisateurs d'Excel, ceux qui en meurent presque, et ceux qui sont des grands fans et qui l'utilisent dans toutes les situations, à la fois personnelles, à la fois professionnelles, etc. Euh, Dans le monde de la finance, il y a vraiment les deux. C'est assez rigolo parce que il y a vraiment des gens qui détestent rentrer dans un fichier Excel, même s'ils font de la gestion, parce que justement, ils se sentent pas complètement à l'aise avec toutes les fonctionnalités. Et ces gens-là qui sont pas forcément trop à l'aise avec comment gérer les fichiers, c'est eux qui aussi contribuent au fait que ce soit assez dur de aujourd'hui capitaliser sur Excel quand on est en entreprise. Ça, vraiment, 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 quand on est en entreprise, ne faites pas ça. C'est hyper dur à maintenir, hyper dur à comprendre, personne ne peut revenir derrière vous. À moins que vous ayez une procédure ou une vidéo détaillée d'1 heure pour pouvoir expliquer comment fonctionne votre fichier, ça ne marchera pas. Et ça causera des problèmes et des frictions dans votre entreprise, et on les a tous connus. Je pense que voilà, avec le dernier module, ouais, l'outil est beaucoup plus intéressant quand tu manipules maintenant effectivement Alexandre avec Power Query. Et ça c'est vraiment ce que Microsoft essaye de bannir aussi. Donc petit à petit, les personnes qui développent Microsoft, ils vont essayer de faire en sorte de pousser vers une gestion de données structurées dans Excel. Et c'est ça qu'il faut retenir, c'est que la vie de Excel, elle va vers Power Query, elle va vers Power BI, parce que Power Query, c'est un outil qui permet de manipuler les données plus facilement. Power BI, c'est un outil qui permet de mieux visualiser des données dans un environnement web beaucoup plus attractif et beaucoup plus facile de partager. Donc, Excel est en train de muter pour en fait éviter que des Excel comme ça continuent à traîner dans les PC des différentes personnes qui l'utilisent. Là, on va parler juste de Excel en lui-même et pas forcément de Power Query ou de VBA ou de ces. On va même pas parler de VBA parce que VBA, je pense que c'est une techno qui était hyper puissante, mais qui a surtout été réservée à des gens qui étaient techniques et qui voulaient apporter de la technique dans Excel, mais pas l'inverse. Et nous, on parle plutôt du besoin business. Donc, on va plutôt éviter de parler de ça. Mais donc, les limites, je pense que, à moins que Florent, tu veux prendre la parole sur ces limites-là, et moi, je passe sur les côtés fonctionnels. Déjà, les limites, elles sont d'une part assez propres à l'outil d'Excel. Même si de la version XLS à XLSX, ils ont augmenté le nombre de lignes et le nombre de colonnes, ça reste quand même limité. C'est-à-dire qu'on a une base de données de 1 million de lignes. Donc, si vous avez, je sais pas, si vous travaillez dans un secteur de la grande distribution et qu'il vous faut la référence de votre produit, j'imagine qu'en une extraction, on va dépasser assez rapidement cette limite de lignes. Donc, ça nous oblige à faire 2 Excel ou à travailler sur des agrégations sans pouvoir aller creuser à un niveau fin. Donc, voilà, c'est vraiment le problème. Mais bon, après, l'outil n'a pas été construit sur ça. Donc, mais bon, faut en avoir conscience. Le nombre de feuilles dans le classeur, donc techniquement, on peut aller jusqu'à 255 voire plus, mais vous le savez tous, plus vous ajoutez des feuilles, plus votre fichier va être lent. Et on a un nombre de caractères par onglet, donc ça, après, ça peut être pas très gênant, mais si on commence à utiliser une norme pour tout le temps renommer de la même manière, on se retrouve limité à 31 caractères. Quand vous ouvrez des CSV, ça peut aussi, donc le nom du CSV prend le nom d'onglet, ça peut aussi venir couper le nom. Donc si vous faites pas attention et que vous dupliquez un CSV, ça va vous poser problème. La gestion des dates, c'est toujours un peu difficile dans Excel parce qu'on a Excel qui réinterprète de base vos dates. Donc, je ne sais pas si pour ceux qui ont fait les cours, vous avez la fonction convertir qui est vraiment très pratique, qui vous permet de redéfinir le sens jour, mois, année. Donc ça, je vous invite à le faire parce que avant de la connaître, personnellement, j'ai mis énormément de temps à chaque fois à repasser un texte, utiliser les formats, changer. Donc, j'ai cherché plein de solutions
pour ne plus avoir ce problème-là. Et vraiment, le fait de convertir derrière, je peux en faire ce que je veux. Le format est reconnu et ça donne des fonctionnalités supplémentaires, notamment dans les TCD. Mais ça reste une limite assez, on va dire, délicate dans Excel. D'un point de vue technique, Excel, ça va de 1900, du 1er janvier 1900 au 31 décembre 9999. Donc, si vous avez des dates avant 1900, mais j'espère, je sais pas, mais ça va pas fonctionner. Si on est purement sur des personnes qui sont dans une utilisation quotidienne et pas avancée, transformer des données, transposer des données, passer de la ligne à la colonne, c'est des choses qui vont être assez difficiles à réaliser dans Excel et qui peuvent être aussi consommatrices de ressources. Plus vous faites ces transformations, plus vous créez des formules compliquées, plus du coup Excel va forcément atteindre ses limites. Et à la base, c'est un tableur pour faire de l'analyse assez rapide. Et plus on lui ajoute de la complexité, plus on se dit qu'il faudrait peut-être plutôt un outil informatique plus puissant pour garder Excel pour nos analyses à nous et avoir un moteur de calcul à côté qui nous permet d'alléger toute la performance. Et ça amène au dernier point, le point numéro 6 des limites majeures, c'est la rapidité sur votre Excel. Et je sais qu'aussi Adrien en parlait dans le dernier webinar. Il avait un PC pour faire tourner ses macros et un PC pour travailler. Donc il avait carrément deux ordinateurs, lui. Ouais, voilà, il en avait carrément deux et ça vous pénalise sur votre travail quotidien. Pour l'avoir vécu en cabinet de conseil et avoir eu un PC pas performant, j'avais à l'époque créé des macros, pareil, que je faisais tourner 2 heures. Donc j'avais 2 heures de pause obligatoire puisque je pouvais rien faire à côté. Donc c'était sympa en début de carrière, mais ça me pénalisait et ça m'obligeait parfois à rester un peu plus tard. Donc c'était pas vraiment à terme, c'était pas vraiment ce qui me plaisait. Ça fait beaucoup de café. Donc voilà. Et point que je voulais aborder, il y a d'autres points un peu techniques côté Excel, limite de caractère dans une cellule et dans un nombre. On les aborde pas parce que c'est difficile de les atteindre, même si elles sont limitées dans Excel. Mais vraiment, ce que vous devez retenir, les 6 limites techniques majeures, pour moi, elles sont là. Et c'est ce qui fait que on passe au niveau suivant, on passe à la manipulation en Python parce qu'on veut se libérer de ça pour pouvoir utiliser Excel à sa juste valeur et se concentrer sur le moteur de calcul ailleurs que dans Excel. Si vous avez des anecdotes sur vos meilleurs moments avec Excel. Vas-y Sylvain. Non, j'en ai une de cette semaine, c'est pour ça. J'en ai une d'avant-hier. On est sur un fichier de son MO et le fichier, dès qu'on lançait une formule, ça plantait. Ah oui, c'est la volumétrie du fichier. C'est vrai que ça va avec. Je l'ai pas précisé, mais c'est la formule limite après. Ouais. Ok. Moi, j'ai des grands moments de solitude sur les graphes quand on ne sait pas pourquoi, mais ce qu'on a l'habitude de faire ne marche plus, ou quand on veut dupliquer un graphe, on n'y arrive pas, ou quand on veut recréer un graphe sur une autre période, on n'arrive pas à faire celui qu'on a fait et on est obligé de le prendre. Enfin, pour moi, l'informatique a toujours été binaire, 0 ou 1, et je trouve que dans les graphes, c'est pas si binaire que ça. Ouais, après, c'est exactement, c'est vrai, et c'est parce qu'il y a des dépendances. Et en fait, les problématiques de reproductibilité, c'est lié aux dépendances dans 80% des cas. C'est les dépendances de ton fichier avec des autres fichiers, des autres sources. On va en parler du coup dans la slide d'après, je pense. Donc là, moi, je vais vous parler des problèmes plutôt fonctionnels. Les problèmes fonctionnels, c'est faut vraiment comprendre fonctionnel dans le sens usage au jour le jour. Éditer un Excel quand plusieurs utilisateurs travaillent dessus. Donc ça, c'est déjà un premier point clé. C'est que vous l'avez, je pense, connu, les dossiers partagés en entreprise, où on a un Excel sur un dossier partagé, et en fait, tout le monde peut accéder à ce dossier partagé. Mais sauf que quand quelqu'un ouvre son dossier partagé, son Excel dans le dossier partagé, et que l'autre veut l'ouvrir en même temps, alors il y en a un qui doit mettre en read-only et l'autre qui peut continuer à travailler. Et un est obligé de fermer pendant que l'autre est obligé de réouvrir, et ainsi de suite. Ça, c'était le début. Enfin, c'était pas le début. C'était mes débuts. C'était le répertoire partagé d'entreprise assez classique, le réseau sur lequel on va pouvoir poser les fichiers. Et après est arrivé le cloud.
Et le cloud, magnifique histoire, en fait, le cloud, c'était la même chose, en fait, mais sauf que c'était dans un serveur accessible depuis le web. Et il y a eu quand même des améliorations, mais si vous voulez, aujourd'hui, les investissements de Excel et de Microsoft dans la suite, enfin dans Excel en tant qu'outil, sont, euh, sont légèrement moindres et il y a des fonctionnalités qui sont plus là dans Excel 365. Donc, on aurait pu se dire que c'est top, Excel 365, on aura l'intégralité des fonctionnalités, on va retrouver un Excel, mais dans un web, dans un navigateur web. En fait, pas vraiment. Il faut souvent adapter sa manière de travailler quand on travaille dans Excel 365, et c'est pour ça que l'adoption de ce genre de techno, Excel 365, SharePoint, etc., elle n'est pas énorme. C'est parce que les gens qui vraiment adhèrent à toutes les fonctionnalités d'Excel ont l'impression de perdre en qualité. Et les gens qui connaissent pas trop, ils se perdent assez rapidement dans les SharePoint, Excel 365. Je ne sais pas si vous avez déjà vécu ça et si vous voulez en parler. Mais la version Office 365 web de Excel et sa navigation, elle est pas terrible. Je vois que Ignacio, il avait fait un coup de tête. Est-ce que toi, est-ce que vous utilisez, petite question là justement générale, est-ce que vous utilisez Excel en version web 365 ou pas? Ouais, moi j'utilise un peu de mon côté et c'est vrai que je te rejoins, Jérémy, là-dessus. C'est que effectivement c'est pas fluide. Enfin, on a du mal à s'y retrouver entre le SharePoint, là où les documents, là où on dépose nos données. Je sais que maintenant ils ont même relié Teams, mais c'est pas Mais effectivement. oui, Je te rejoins sur c'est le ça. truc Et que alors, c'est pas on pas crée des du tout espaces. clair. C'est ça, on crée des espaces sur Teams où on met un fichier, mais en fait, il est pas relié au SharePoint, etc. Ouais, c'est Enfin, ça. c'est assez Et maintenant galère. ils ont fait la même chose pour Outlook aussi. Maintenant, quand tu partages un fichier à quelqu'un, automatiquement il est aussi déposé du coup sur SharePoint, mais c'est compliqué à comprendre. Et c'est souvent buggé, exactement. Faut Mm. savoir que Microsoft, c'est un mastodon, quoi. Donc, bouger des trucs dans Microsoft, c'est hyper compliqué et il y a des effets de bord avec toutes les versions qui existent dans tous les sens. Et ils le disent pas, hein, mais ils font des efforts énormes là-dessus pour pouvoir être au niveau d'un autre concurrent qui s'appelle Google. Et pour le coup, la suite Google et la version de gérer des spreadsheets et les multi-users dans Google est beaucoup, beaucoup plus user-friendly, beaucoup plus facile d'approche que la suite Microsoft Cloud. Ouais, clairement, clairement, On je peut te rejoins. notamment beaucoup plus facilement écrire ensemble sur la même sheet, donc sur le même onglet. Et peu importe peu importe si on est ensemble sur la même cellule ou pas, on peut vraiment éditer tout ça en live et c'est hyper impressionnant. De justement les premières expériences que moi j'ai eues avec Google, c'était hyper impressionnant parce que je voyais, c'était vraiment une vraie évolution quoi. Enfin ensemble, on pouvait travailler ensemble sur le même onglet, sauf que derrière, les fonctionnalités de Google en termes d'ergonomie on retrouve plus le même look and feel que Excel. C'est moins proche de ce qu'on connaît déjà. Et les graphiques et les tableaux croisés dynamiques, c'est surtout ça pour moi le plus gros problème. C'est sur Google, les tableaux croisés dynamiques sont beaucoup moins cool que sur Excel. Et il serait bien inspiré de copier la façon de faire des tableaux croisés dynamiques dans Google Sheet et ça ferait vraiment de Google Sheet un outil beaucoup, beaucoup plus puissant. On peut lier des Excel entre eux, et même sur le cloud d'ailleurs. Sauf que le problème, c'est que lier des classeurs entre eux, c'est bien. Donc Michel, il pourrait avoir sa version du suivi du compte bancaire à la BNP et Jean-Claude sur HSBC, admettons. Mais derrière, on a besoin de lier ces deux Excel entre eux et on va trouver des nouveaux problèmes. C'est-à-dire que les règles de liaison des différents fichiers, elles sont liées à un historique de liaison. Donc si tu sauvegardes pas ton lien au même moment que l'autre personne, et ben tu vas avoir des trucs qui vont être rentrés en conflit, et donc les liens seront plus bons, tu devras les refaire, et tu penses avoir solutionné un problème pour
pour que chacun puisse éditer son fichier de chaque côté, sauf qu'au final, tu t'en crées des nouveaux parce que tu as des liens à maintenir et que généralement, ces maintiens de liens sont beaucoup plus pénibles que d'avoir un seul fichier que tout le monde s'envoie et où on versionne la version 1, la version 2, la version 3. On peut passer sur la validation des données. Excel, il accepte absolument tout ce que vous voulez. Donc, c'est ça, c'est un truc super, mais c'est aussi un énorme problème. C'est que vous allez voir dans Python, on peut pas faire n'importe quoi. Les valeurs, elles ont des typologies. Elles sont soit des strings, soit des integers. On en parlera un peu plus en détail, mais elles ont différentes typologies. Soit c'est un nombre, soit c'est une chaîne de caractères. Et ce côté beaucoup plus normé, beaucoup plus restrictif va finalement nous permettre de beaucoup plus facilement automatiser et sécuriser les process d'automatisation. C'est la contrainte va créer de nouvelles opportunités et de nouvelles manières de gérer la donnée. C'est ça qu'il faut retenir. Cette notion de valider les données, de valider les formats, donc ultra permissif dans Excel, beaucoup moins permissif dans Python, mais beaucoup plus efficace pour automatiser. On va en parler du coup un peu plus tard. Ensuite, la navigation entre les onglets. Bah oui, naviguer entre les onglets quand on en a 40 000, c'est un peu compliqué. Après, il y a une petite technique que Florent, juste avant le webinaire, m'a rappelé, que j'avais pas, qui est si on clique droit sur les onglets, sur un des onglets à l'entrée d'Excel, si vous faites clic droit, vous avez la liste de tous les onglets. Flo, tu peux nous montrer peut-être. Voilà. Donc ça, c'est quand même assez pratique et on peut quand même naviguer dans les onglets avec ça. Sauf que moi, je me rappelais plus. Juste avant le webinaire, il me l'a rappelé. Donc c'est... Il manque juste le raccourci qui dit reviens au premier onglet. Ça ferait gagner un temps fou. Ouais, c'est ça. Et du coup, nous à l'époque, on faisait dans les sheets Excel, on faisait des raccourcis en cellule A1 pour dire la flèche de retour pour revenir à l'origine, quoi. Ouais. Voilà. Et puis surtout la sécurité des données. Bah ça, tu peux revenir, Florence, sur le Excel, parce que la sécurité des données, c'est un sujet, quoi. On croit qu'Excel, les données elles sont sécurisées, mais elles le sont pas vraiment. C'est quand on met un mot de passe ou quand on met un truc comme ça, on a l'impression qu'on sécurise sa feuille, mais c'est toujours assez difficile parce que les données, elles sont toujours liées d'une manière ou d'une autre à quelque chose d'autre et c'est dur de vraiment avoir une auditabilité de sa sécurité quand on gère les sécurités sur Excel. On va mettre un mot de passe pour rentrer dans la feuille, ça c'est le truc le plus basique, mais quand on doit vraiment dire que certaines zones peuvent être touchables, d'autres le sont moins, c'est relativement galère. Et je pense que Florent, tu peux nous parler de ton expérience aussi là-dessus, parce que tu avais fait des fichiers Excel qui étaient faits pour être normés, pour que les utilisateurs ne modifient pas certaines colonnes. Ouais, pour la sécurité, ce qu'il faut faire, c'est qu'il faut directement aller sur chaque cellule qu'on veut laisser saisissable. C'est vrai que on n'en a pas fait une vidéo, mais ce serait peut-être intéressant. Ici. Dites-nous si ça vous intéresse en commentaire qu'on en parle un peu plus de ça. Et ici, donc là, j'ai fait format de la cellule. Vous avez verrouillé, masqué. En fait, il faut décocher ici pour dire que je veux pas la verrouiller. Et quand vous mettrez une protection, ça viendra évidemment la laisser saisissable. Et donc c'est un peu compliqué à gérer parce qu'il faut faire plage par plage. Ou du moins, si quelqu'un a une technique pour le faire plus rapidement, je suis preneur. Mais dans l'idée, c'est de définir les plages que je veux déverrouiller. Et quand je viendrai mettre ma révision, protéger la feuille, tac, je pourrais bien venir saisir que celle-là et pas les autres. Tac, et là, je pourrais faire quelque chose ici. Donc, c'est venir dans chaque cellule, dire format de ma cellule et je vais te spécifier que uniquement sur celle-ci, tu peux venir les modifier. Donc, si je le refais, clic droit, format, protection, et on déverrouille. Ouais, voilà, ok. Donc, là, la navigation entre les onglets, j'en ai pas parlé aussi, mais il y a le home. Et c'est pour ça qu'on vous a dit dans les templates, faites une page de home. Faites une page home avec tous vos onglets et vous faites des liens hypertextes entre les pages. Et ça, la page de home, c'est l'endroit où c'est en code, on appelle ça le readme. Lisez-moi d'abord, quoi. C'est regardez tout ce que je peux vous proposer et à l'intérieur, naviguer dans vos différents onglets. Avoir un readme, un home, une page d'initialisation, c'est quand même beaucoup, beaucoup plus pratique pour naviguer plutôt que de tomber sur un Excel et de jamais savoir si l'onglet numéro 3, c'est l'onglet le maître ou si c'est l'onglet numéro 28 et que, en fait, c'est celui qui est en rouge et pas en noir. Bref,
c'est souvent assez galère de comprendre lequel est le bon onglet. Faites un onglet au tout début Home, comme on met dans les templates, et ça va vous permettre d'être beaucoup plus rapide sur la navigation. C'est vrai que Jean-Christophe parlait de revenir je viens d'y penser, revenir à l'onglet principal. On peut le faire avec un lien hypertexte. Mais Ouais. il faut créer un. C'est ça, c'est ce que je disais. En A1, tu peux créer voilà. Ouais, je sais plus. On peut le faire aussi à partir d'un objet directement. Il faut que je retrouve comment on le fait. Bah, tu fais lien, même en faisant le lien, ça marche là. Voilà. Tu peux faire un lien comme ça. Donc... Et un emplacement dans ce document. La deuxième met sur le lié à un emplacement dans ce document. Voilà, tu fais ça. Exactement. Et donc là, tu fais le lien. Et donc, à chaque fois que tu vas cliquer sur ce petit icône, maintenant qu'on a créé, si je le mets ici, par exemple, on va voir si ça fonctionne, ça te ramène ici, Jean-Christophe. Axel, elle est surprise. Ouais, donc voilà, ça permet de faire de la navigation. On peut aussi l'ajouter. Donc, vous faites un petit icône finalement back to menu ou back to dashboard. Et puis, hop, comme ça, à chaque fois que vous cliquez dessus, ça va vous ramener. Vous pouvez le copier-coller partout. Et ça vous permettra de naviguer peut-être plus simplement. Ouais. On va se le noter aussi, je pense. Exact. Ok. Est-ce que du coup, je te laisse continuer? Ouais. Pour conclure, en gros, si vous avez déjà... si vous comprenez en gros tous ces sujets, vous les avez déjà vécus ou pas, toutes ces limites, il faut bien les avoir en tête. Donc, les problèmes de navigation, les problèmes d'organisation, les problèmes de volume de données, les problèmes de gestion des dates, les problèmes de travailler ensemble sur différents fichiers, tout ça, c'est soit des limites techniques, soit des limites fonctionnelles. On a essayé de les catégoriser comme ça. La réponse pro, entre guillemets, à ça, c'est de dire, en fait, Excel, c'est un super outil, mais c'est un bon outil pour modéliser des résultats et un peu explorer la donnée. Mais il faut des données structurées en amont. En fait, Excel n'est pas une base de données, mais Excel te permet quand même d'explorer des données et de créer des choses hyper sympas si tu sais comment l'utiliser dans son efficacité propre, quoi. Donc, on va utiliser Excel pour modéliser. Quand on va faire des modélisations financières, on va vouloir avoir des colonnes janvier, février, mars, etc. Mais c'est de la modélisation. On va vouloir itérer, créer des variables, modifier des champs. On ne dit pas que le format de base de données, c'est le seul format. C'est que le format de base de données, c'est le seul qui va permettre de créer de l'automatisation et du répétable. Le format modélisation que tout le monde connaît avec les colonnes et les lignes, où on peut sauter des lignes et on peut avoir un tableau joli, qui nous permet quand même de rentrer des chiffres et de faire des hypothèses, etc. Ça, même dans les outils de forecasting aujourd'hui comme Anaplan ou autre, vous allez pouvoir avoir cette vision spreadsheet où vous allez pouvoir les manipuler. Mais par contre, quand on veut rendre quelque chose de répétable et d'automatisable, eh ben, un format base de données, c'est le meilleur moyen de maximiser l'usage d'Excel. Donc, c'est vraiment dédié à ceux qui souhaitent faire de la gestion, quand on fait du financial planning, des budgets, etc., c'est hyper pratique d'utiliser Excel, pas comme une base de données, mais comme je viens de le dire, donc avec des colonnes, etc. Mais très rapidement, il faut savoir manipuler ces colonnes en base de données. Et là, avec Python, en gros, on peut le faire aussi assez simplement. C'est-à-dire que Python va nous permettre si on a bien structuré notre fichier, de pouvoir cleaner les lignes vides qui nous permettent de nous, visuellement, mieux voir ce qu'on manipule, les cleaner et venir manipuler les janvier, février, mars en les mettant à plat, donc en les faisant pivoter pour créer un format de base de données. Et une fois qu'on a fait ça, on peut manipuler. Donc, il y a des étapes de cleaning et de parsing, qu'on appelle ça, on va le détailler, qui vont nous permettre que si on utilise encore Excel dans ce format modélisation financière ou autre, on va pouvoir quand même en tirer profit grâce à l'usage de Python pour nettoyer, extraire et le rendre répétable. C'est un sujet qu'on abordera dans le cours du mois prochain, comment manipuler, nettoyer et faire de la manipulation de données de manière beaucoup plus efficace. Je ne sais pas si j'étais clair là-dessus. N'hésitez pas si j'étais pas clair. Mais sur cette donnée sur cette notion de base de données versus modélisation sur Excel, sur une feuille de calcul, est-ce que c'est clair pour vous? Ouais. Ok. Cool.
Eh ben, du coup, on peut. Je sais pas ce que j'avais mis comme bêtise sur la slide d'après, Florent, mais c'était pas une bêtise en fait. La réponse à ça, c'est qu'en fait, il faut structurer vos données en Python parce que c'est beaucoup plus facile. Avant, les gens ils le faisaient en VBA. VBA c'est bien, mais c'est toujours pareil, c'est dépendant des ressources. Python, on va pouvoir être un peu plus flexible et surtout traiter beaucoup plus de données en beaucoup moins de temps. Florent vous expliquera tout ça et il a préparé un super cours sur Python pour vraiment vous mettre le pied à l'étrier de manière efficace, toujours en partant des cas d'usage, le cas Covid, le cas données de marché. Ces données-là, on va les exploiter, on va vous montrer comment les manipuler. Et on espère que vous allez pouvoir du coup de manière assez autonome faire des automatisations de structuration de données en amont de Excel où derrière on sort un super tableau de bord. C'est que la dernière chose sur laquelle on voudrait que vous excelliez, c'est de faire des blagues et d'expliquer aux gens que Excel c'est bien, mais qu'il y a d'autres choses qui existent et qu'on peut aller beaucoup plus loin quand on a compris que Excel c'était pas tout, qu'il y avait un autre monde qui pouvait s'ouvrir à vous.